Réflexion de philosophe, c'est que vous avez une petite idée sans doute sur ce qui apparaît dans le discours, on va dire actuel, comme ce qui serait la panacée pour le système éducatif, ce sont les neurosciences. Alors, vous, quel regard de philosophe vous avez sur cette question? Alors, la question des neurosciences, je reprends un petit peu Canguilhem aussi, qui partage aussi cette analyse, c'est que la connaissance, elle n'est jamais pure en fait, elle ne vient jamais hors d'un contexte et hors d'attentes précises d'une époque. Et les neurosciences donc apportent des éléments très très importants pour comprendre, enfin c'est un éclairage vraiment précieux sur le fonctionnement du cerveau, pour identifier des procédures d'apprentissage qui peuvent être évidemment très utiles. Mais elles sont utilisées quand même d'une manière, je dirais, orientée. C'est-à-dire que, par exemple, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les neurosciences cognitives, donc pour augmenter la productivité, le rendement scolaire pour être le plus performant possible. Par contre, on n'utilise pas du tout l'éclairage des neurosciences qui pourrait nous permettre de mieux connaître, là je parle vraiment dans la formation des enseignants, pas dans la société en général, mais qui nous permettrait de mieux connaître la diversité des profils et qui nous permettrait aussi, je pense aux neurosciences affectives, de mieux connaître quelles sont les conditions favorables à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on continue, malgré certaines découvertes en neurosciences, par exemple, à générer énormément de stress et à utiliser des leviers et des contraintes qui, ça a été prouvé par les sciences, ne sont pas efficaces. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi, encore une fois, évidemment utiliser la science, mais l'utiliser avec prudence et l'utiliser avec voilà, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, l'utiliser avec toute une dimension philosophique et éthique qui manque cruellement. Alors là, pour l'instant. Oui, pardon. Je vous en prie. Non, allez. Oui, je voulais dire la neurodiversité, c'est autre chose. La neurodiversité, effectivement, c'est tout à fait autre chose. Alors, même si la neurodiversité est un concept, qui est lié à des découvertes scientifiques et qui s'appuie sur des découvertes scientifiques, c'est un concept qui émane de la sociologie, qui a été créé par une sociologue et qui résulte à la fois d'avancées sociales comme les mouvements pour l'émancipation de personnes handicapées, comme le féminisme, mais aussi donc d'avancées scientifiques comme les avancées médicales évidemment et le numérique. Et la neurodiversité, c'est vraiment considérer la diversité des fonctionnements cognitifs, des fonctionnements humains, et donc tous les êtres humains appartiennent à cette neurodiversité. Il n'y a pas une catégorie d'êtres humains qui relèverait de la neurodiversité et une autre pas. C'est une erreur qu'on fait souvent. La neurodiversité, c'est juste une caractéristique finalement de l'humanité, c'est-à-dire que au sein de l'humanité, il y a une diversité de manières de réfléchir, de manières d'apprendre, de manières de s'exprimer. Et enfin voilà, je donne quelques exemples succincts, mais évidemment, c'est beaucoup plus vaste que cela. Et ça peut aller justement, moi c'est aussi ce que je fais dans le cadre de mes recherches, on peut s'intéresser, quand on s'intéresse à la neurodiversité, aussi bien à des personnes qu'on va appeler des personnes non oralisantes, des personnes qui ne parlent pas, à la manière d'apprendre d'enfants polyhandicapés, comme j'en parle dans le livre, mais aussi à des personnes qui sont presque entre guillemets normales, celles qui, comme les décrit Judy Singer, qui est la personne qui a inventé le terme de neurodiversité, les personnes qui gravitent autour des conversations, qui savent pas trop comment s'y prendre avec les autres. Je pense aussi, pour les amateurs de Proust, au docteur Cotard dans La recherche du temps perdu, qui est pour moi un très bel exemple de personne qui ne sait jamais comment se comporter, qui est toujours en décalage, qui est toujours en train d'expérimenter un petit peu ses expressions, qui ne sait jamais comment se positionner par rapport aux autres. Et même ce type de personnalités qui ont finalement des toutes petites différences peuvent aussi être en souffrance parce qu'ils ne sont pas compris, parce qu'ils vont être pris tantôt pour des génies, tantôt pour des imbéciles, suivant aussi le contexte dans lequel ils sont placés. Et ce qui peut générer, dès le plus jeune âge, du coup j'en reviens à la question scolaire, du harcèlement scolaire et puis ensuite des difficultés dans le monde du travail. Donc la neurodiversité, c'est pas un concept à la mode que certaines personnes utiliseraient pour se démarquer. C'est vraiment une autre manière de considérer l'humain. Juliette Speranza, nous arrivons au terme de l'émission. Je tiens à vous remercier de ce que vous avez apporté sur ce concept de neurodiversité dont vous avez bien montré un peu tout l'élargissement qui est possible, y compris dans un champ politique. Nous aurons le plaisir de revenir dans une prochaine émission sur l'école et toutes les questions qui gravitent, et notamment sur cette charte de la diversité que vous avez initiée.
En tout état de cause, merci. Je vous souhaite le bonsoir ainsi qu'à tous nos auditeurs à qui je donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.